Après des mois de frappes aériennes russes incessantes, l'Ukraine a décidé de répliquer. Des villes de Kharkiv à Dnipro étaient en proie aux flammes. Hôpitaux, écoles et zones résidentielles gisaient sous les décombres. Le 18 octobre, un missile Iskander a frappé l'hôpital pour enfants de Kiev, causant la mort de dizaines de civils. Cette même nuit, sur une base aérienne secrète près de Vinnytsia, un plan a été élaboré. Nom de code Opération Dawn. L'objectif était de frapper le cœur du pouvoir moscovite, envoyant un signal clair sur la capacité de l'Ukraine à atteindre le centre de son adversaire. 2 pilotes ont été sélectionnés, le major Andrei Melnik et le capitaine Sadi Donil-Leno. Tous deux étaient des vétérans ayant survécu à de nombreux combats aériens dans l'Est. Ils se sont vus attribuer 2 MiG-29 spécialement modifiés. Ces appareils étaient équipés de revêtements absorbant les ondes radar de systèmes de navigation anti-brouillage et armés de missiles de croisière longue portée Neptune. Dans l'obscurité de la base, ingénieurs et techniciens travaillaient en silence. Chaque câble, chaque capteur a été vérifié minutieusement. Seul le bruit du métal et le vent balayant l'herbe mouillée rompaient le silence. Sur le fuselage de chaque MiG, un drapeau bleu et jaune peint à la hâte scintillait sous les lumières tamisées. À côté, une petite inscription gravée à la main disait « Pour la liberté, 4 heures du matin ». Le ciel était encore d'un gris graphite. Les 2 MiG-29 ont avancé silencieusement sur la piste. Les réacteurs se sont allumés, une flamme bleue jaillissant de leur tuyère. Pas de sirène, pas de lumière. 2 ombres s'élevaient vers l'est, vers une aube encore lointaine. La trajectoire de vol était programmée à la seconde près. Ils se sont glissés au-dessus des forêts de Briansk, longeant le terrain pour échapper aux radars S-400. Les stations de surveillance russes ont capté de brèves traces sur leurs écrans, puis plus rien. Un faible écho fantôme que personne n'a identifié comme une menace directe contre la capitale. Vers 4h50 du matin, les défenses aériennes russes à Toula et Kalouga ont ouvert le feu. Des dizaines de balles traçantes ont zébré le ciel nocturne. Les MiG ont maintenu le cap, rasant le sol à moins de 100 mètres d'altitude. Des missiles pensiers ont jailli, explosant derrière eux. Les pilotes ont déployé des leurres thermiques pour tromper les systèmes de ciblage ennemis. Dans les cockpits, les voyants d'alerte rouge clignotaient, mais la trajectoire restait inchangée. Ils ont percé la première ligne de défense, puis la seconde. Au moment où les batteries S-400 de Moscou les détectaient, les MiG étaient déjà à 80 km du centre-ville. 5-3. Le système d'alerte générale de Moscou s'est soudainement désactivé. Quand les images ont été rétablies, 2 traînées de lumière blanc-bleu déchiraient le ciel occidental. 2 missiles Neptune ont été lancés presque simultanément. Ils ont rasé le sol avant de s'élever vers le cœur de Moscou. L'un a frappé le ministère russe de l'énergie, paralysant le réseau d'approvisionnement en carburant des forces armées. L'autre s'est écrasé sur le siège de Rostec, le plus grand conglomérat de défense russe. Les explosions jumelles ont secoué le sol. Les vitres ont volé en éclats sur des centaines de bâtiments. Des panaches de fumée noire s'élevaient dans le ciel. La circulation s'est figée. Les sirènes hurlaient dans la capitale. La télévision d'État a été coupée, remplacée par des images chaotiques et un ordre de confinement d'urgence. En quelques minutes, des dizaines de batteries, S-400, Tor M2 et Buk M3, ont illuminé le ciel, créant une toile de feu massive. Les MiG tentaient de s'échapper vers le sud. Depuis Narofominsk, un missile solaire a jailli. Le MiG de tête a été touché. Ces débris sont tombés près d'Orevovo, brûlant dans la forêt. Le second MiG a continué à voler sur 60 km supplémentaires. Les radars ont enregistré une dernière manœuvre avant que le signal ne disparaisse. L'épave a été retrouvée plus tard près de la région de Ryazan. Aucun survivant. Lorsque la nouvelle de l'attaque s'est répandue, toute l'Ukraine s'est tue. Les bâtiments réduits en ruines par les bombardements russes s'illuminaient de veillées aux chandelles. À Kiev, des pilotes en uniforme se tenaient en formation solennelle devant le monument de la patrie. Chacun tenait le casque de vol d'un camarade tombé. Le même jour, le président a signé un décret décernant à titre posthume aux 2 hommes le titre de héros d'Ukraine. Les chaînes d'information internationales les ont surnommés les guerriers du ciel libre. Sur la place Maïdan, un écran géant diffusait des images des 2 MiG-29 secondes élançant à l'aube. Il n'y avait pas de narration, juste l'écho d'un hymne porté par le vent d'automne. Les gens s'inclinaient. Beaucoup pleuraient ouvertement.
mais dans leurs yeux brûlait une fierté manifeste. À Moscou, l'état d'alerte maximale a été décrété. L'espace aérien a été fermé et des dizaines de chasseurs déployés autour de la capitale. Pourtant, les images de la fumée s'élevant du centre-ville avaient déjà fait le tour du monde. Preuve que la guerre n'était plus limitée aux frontières ukrainiennes. Cette mission suicide fut plus qu'une simple frappe militaire. C'était un message politique, aucun lieu n'est sûr pour ceux qui portent la guerre chez autrui. 2 jours après l'attaque, les forces russes ont bouclé la zone autour de Rostek et du ministère de l'Énergie. Des camions militaires transportaient des débris calcinés, dont des fragments présumés de missiles Neptune. Une équipe du FSB a collecté les données radar. Les premières conclusions révélaient l'impensable, aucun signe clair d'intrusion n'avait été détecté avant l'impact. Les analystes militaires internationaux ont suggéré que l'Ukraine pourrait avoir utilisé un couloir de guerre électronique. Il s'agirait d'un angle mort radar créé temporairement par des satellites de reconnaissance occidentaux. Des sources anonymes ont laissé entendre que les systèmes de guidage des missiles avaient été trompés par des signaux de terrain simulés. Ceci leur aurait permis de voler sous la barre des 100 mètres indétectables. Aux abords de la rivière Kalmius dans la province de Donetsk, ligne d'attaque occidentale. Au matin du 2 octobre 2025, l'Itraire, au-dessus de l'est de l'Ukraine, était enveloppé d'une brume épaisse. Le vent sec et l'odeur de la fumée d'huile se mélangeaient au-dessus des vastes champs près de Donetsk. Venant de l'horizon, un grondement sourd se fit entendre. D'abord comme des camions, puis plus fort, plus dense, vibrant comme le tonnerre. La colonne blindée colossale avançait vers l'ouest. Son objectif, la ligne défensive le long de la rivière Kalmius. Selon les données obtenues, la formation comprenait environ 55 chars T-90, 40 voltéicules blindés BTR et BMP. Plus de 700 soldats nord-coréens y prenaient part. Dans les airs, plus de 30 drones kamikazes Kainving 3 volaient en parallèle. Ils étaient prêts à frapper toute cible de commandement détectée. À l'intérieur du véhicule de commandement, les officiers rendaient compte de la progression et de l'état du carburant. Ils ignoraient qu'à quelques kilomètres seulement, cette zone insignifiante avait été transformée par l'Ukraine en un piège gigantesque. À 5h50, le système radar du centre de commandement de Dnipro a détecté un mouvement inhabituel. Des dizaines de signaux de véhicules mécanisés lourds se déplaçaient le long du chemin de terre à l'est. Depuis un poste d'observation près de Novopetrivka, l'équipe de reconnaissance de la 93e brigade suivait l'intégralité de la formation avec des caméras infrarouges. Une fois les rapports confirmés, l'ordre fut donné « Activez le plan ». Toutes les unités prêtes au combat. Dans le bunker de commandement, le colonel Andrew Mikolenko, chef de la 93e brigade, se penchait sur la console de contrôle électronique. Ses yeux étaient fixés sur la carte numérique. À l'écran, les icônes rouges se rapprochaient minute après minute. Pendant 14 nuits consécutives, les ingénieurs de combat ukrainiens avaient transformé les rives de la Kalmius en un labyrinthe mortel. Ils y avaient enfoui plus de 120 mines anti-chars TM-83, combinées à des mines à pression TM-62 et des explosifs M200 à détonation commandée. Certains tronçons de route avaient été laissés intacts pour former de faux corridors de sécurité. L'ennemi était ainsi canalisé directement vers des zones fortement minées. Les lignes de détonation, les capteurs sismiques et les systèmes d'activation à distance étaient reliés au réseau de contrôle de l'artillerie et des drones. Depuis le bunker de commandement, tout véhicule entrant dans la portée des capteurs pouvait être localisé et détruit en quelques secondes. À Sich-18, la colonne blindée nord-coréenne était à moins d'1 kilomètre du site de l'embuscade. Le colonel Mikolenko ordonna basculer les systèmes en mode combat. La première explosion retentit. Le char T-90 de tête a heurté une mine à pression TM-83. Le sol s'est soulevé. Poussière et fumée ont enveloppé la zone. La tourelle de 20 tonnes a été projetée en l'air avant de s'écraser lourdement dans le champ. Une chaîne de détonation secondaire a suivi. Le deuxième véhicule BTR a explosé. Le troisième est tombé dans une fosse à obstacles. Les véhicules de queue ont paniqué, déviant accidentellement vers des zones de mines à détonation commandée. Les incendies se sont propagés violemment. Des piliers de fumée noire masquaient l'horizon. Les flammes alimentées par le carburant se sont étendues aux caisses de munitions
provoquant une série d'explosions secondaires. Dans le bunker, les signaux rouges à l'écran commençaient à disparaître un véhicule après l'autre. Le colonel Mikolenko a ordonné à l'artillerie Bodana d'ouvrir le feu, ciblant l'arrière de la formation ennemie pour couper toute retraite. Des salves de 152 mm ont frappé les véhicules de ravitaillement et le convoi logistique, entraînant une série d'explosions en chaîne. Dans le ciel, des drones Biktar TB2 sont apparus volant à 2000 mètres d'altitude. Ils ont largué 4 roquettes guidées MAML touchant le centre de la formation. 2 APC ont explosé, les flammes se propageant à un camion-citerne voisin. Depuis les 2 bois latéraux, des chars T-84 Oplo ukrainiens ont fait irruption, tirant sans relâche. Des obus cinétiques APF-SDS ont frappé les flancs des T-90, brisant leur blindage épais. L'infanterie mécanisée ukrainienne a progressé utilisant des RPG Zept anti-chars et des grenades RKG-3. Ils achevaient tous les véhicules encore opérationnels. En moins de 20 minutes, toute la ligne de front nord-coréenne s'est effondrée. La formation s'est désintégrée. De petits groupes ont tenté de se retirer mais ont été isolés par l'artillerie, sans aucune voie d'évacuation possible. À Sig-40, l'unité de guerre électronique ukrainienne a activé un puissant système de brouillage. Ils ont diffusé de faux signaux GPS. Plus d'un tiers des drones kamikazes KN-23 ont perdu leur navigation déviée de leur course et se sont écrasés. Les postes de commandement mobiles ennemis ont été détruits et leur communication plongée dans le chaos. Les ordres radio arrivaient brouillés. Personne ne savait qui obéissait à qui. Pendant ce temps, l'artillerie ukrainienne continuait de pilonner la zone, la scellant complètement. Sept 46. Tandis que les explosions se calmaient, les équipes de reconnaissance ukrainiennes se sont approchées de la zone centrale. Elles ont trouvé des dossiers de campagne, des cartes opérationnelles et des codes d'accès sécurisés à l'intérieur des véhicules. Ces documents ont été immédiatement transmis à l'état-major général ukrainien pour analyse. Ceci constituait la première preuve concrète de l'implication directe de troupes nord-coréennes sur le champ de bataille de Donetsk. À 8-12, l'intégralité des rives de la rivière Kalmius était enveloppée de fumée et de flammes. Les 2 kilomètres de route n'étaient plus qu'une succession de carcasses calcinées, de chenilles brisées et de métal tordu. Les rapports préliminaires faisaient état de 42 voltéicules totalement détruits, 14 abandonnés, et plus de 200 soldats nord-coréens tués, blessés ou capturés. La bataille s'est achevée en moins de 2 heures. Le plan d'assaut à grande échelle de la coalition russo-coréenne dans ce secteur fut un échec total. Une fois que la fumée et le feu de l'affrontement de Kalmius se sont dissipés, les statistiques brutes ont émergé. L'engagement du matin du 2 octobre 2025 entre les forces nord-coréennes opérant avec la Russie et la 93e brigade mécanisée ukrainienne est devenu l'une des embuscades mécanisées les plus notables de la guerre moderne. En termes d'effectifs, les assaillants ont déployé environ 700 à 750 hommes mécanisés. Avec 55 chars T-90, 40 voltéicules blindés BTR et BMP et plus de 30 drones kamikazes KN-23. Ils formaient une colonne de près de 4 km de long, se déplaçant en formation serrée. Ils comptaient sur la vitesse et la puissance de feu pour percer les défenses de Kalmius. Par contraste, les défenseurs ukrainiens ne comptaient qu'environ 450 hommes de la 93e brigade. Ils disposaient de 18 chars TOIT-24 Oplo 1264 BV modernisés, plusieurs véhicules blindés BTR 4E et Kozak 2M. Le soutien était assuré par 6 obusiers automoteurs 222 Bodana, ainsi qu'un réseau de drones Bayraktar TB2 et l'Elekasan lié au système de commandement de Dnipro. La disparité numérique semblait favoriser la Corée du Nord, mais le rapport de force a basculé dès la première heure. Si l'on évalue les plateformes de combat principales, le T-90 nord-coréen est une variante issue de la collaboration avec la Russie. C'est un char puissant équipé d'un blindage réactif Contact 5 ERA et d'un canon lisse 2A46M de 125 mm. Il est capable de tirer des obus à haute vélocité. Cependant, son système de conduite de tir reste traditionnellement mécanique. Il repose sur des équipements optiques et des liaisons radio à courte portée. Pendant ce temps, le T-84 Oplo ukrainien, bien qu'inférieur,
en nombre présentaient des avantages vitesse capteur thermique, navigation numérique et blindage composite de nouvelle génération. Dans les situations d'embuscade, rapproché sur un terrain plat et étroit comme Calmius Loplo réagit plus vite. Sa tourelle est plus agile, permettant un contre-feu précis sur les points faibles de l'ennemi. L'équilibre technique a ainsi compensé l'écart numérique. L'artillerie représentait également une différence majeure. Les Nord-Coréens utilisaient des canons automoteurs Deusun Gvozdika de 122 mm. Une arme de l'ère soviétique d'une portée de seulement 15 km d'une précision limitée et sans capacité de guidage. L'Ukraine, en revanche, employait des obusiers automoteurs Deux-22 Bodana de 155 mm. Un canon au standard OTAN avec une portée dépassant 40 km. Il est capable de recevoir instantanément les coordonnées des drones et d'ajuster le tir. Dans cette bataille, ce sont les batteries Bodana qui ont encerclé et coupé la retraite de la colonne nord-coréenne. Et ce sans jamais quitter leur position dissimulée. La coordination entre l'artillerie à longue portée, les drones de reconnaissance et les champs de mines à déclenchement à distance a créé un réseau de tirs synchronisé. Chaque tir était calculé sur le terrain. Les différences entre les deux forces étaient encore plus nettes au niveau de l'infanterie. L'infanterie nord-coréenne était principalement armée de fusils Type 428, une variante de l'Ak-74. Ils disposaient de lance-grenades RPG Zept et d'anciens systèmes Igla M-Pads. Leur équipement de protection était basique, sans capteurs infrarouges ni système de navigation moderne. En revanche, les troupes ukrainiennes portaient des équipements aux normes OTAN. Elles utilisaient des FN-SCAR M4A1 et des armes anti-chars comme le N-Lao et le Carl Gustav. Le tout complété par des viseurs thermiques et des radios numériques. Dans une embuscade, l'observation et la coordination des petites unités sont vitales. À cet égard, l'Ukraine détenait un avantage absolu. Lorsque la colonne ennemie est entrée dans la zone de destruction, chaque équipe de tir ukrainienne connaissait les coordonnées exactes, ainsi que la direction du mouvement et le moment d'engager le combat. Tout cela grâce à un système de données intégré. En moins de 2 heures, le rapport final a enregistré 42 voltéicules détruits, 14 abandonnés, et plus de 200 soldats nord-coréens tués, blessés ou capturés. Les pertes ukrainiennes furent légères, sans aucune perte de plateforme de combat principale. L'équilibre du champ de bataille a basculé décisivement en faveur des défenseurs. Purement au niveau des spécifications techniques, la Corée du Nord bénéficiait d'un avantage numérique. Environ 3 fois plus de chars et près du double d'effectifs. Mais cet avantage fut rapidement neutralisé par 3 facteurs. Un manque de contrôle électronique, un manque de reconnaissance à longue portée, et un manque d'intégration des tirs en temps réel. L'Ukraine, quant à elle, avait créé un champ de bataille numérique. Un espace où chaque mouvement ennemi était surveillé. Chaque décision était prise en quelques secondes. Et chaque frappe était basée sur des données précises, plutôt que sur des suppositions.